Bon, eh bien, on va vous donner un dernier cas. Qu'est-ce qu'on a comme cas? On en avait plusieurs. Non, non, non. Cas clinique. Oui, d'abord. Cas clinique, voilà. Ah oui, non, ce cas-là. Le 4. Oui, oui. Juste un instant. Non, le suivant. Oh, l'un ou l'autre. Oui, voilà. On va aller vite, oui, montrer ça. C'est le cas où Eric nous a laissé un post-it en disant qu'est-ce qu'on en fait. Ah ben oui, on va discuter ensemble de ce cas puisque... Oui. Ah. Vas-y, vas-y. Alors, c'est un patient qui a 47 ans, qui présente une dysfonction érectile depuis 2 ans, actuellement ne répondant plus aux IPDE5, mais qui répond à l'EDEX 20. Mais les injections d'EDEX 20 lui procurent des douleurs et je crois qu'en plus, il a dit qu'il ne voulait pas se piquer toute sa vie. Voilà. Il a déclaré que pour lui, ce n'était pas une vie que de se piquer toute la vie. Voilà. Donc, on lui a commencé par lui faire une évaluation de la fonction endothéliale avec un index bas, un 1,25. Et donc, je lui ai fait donc un maxi-test. Et à ce maxi-test, donc, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas ce qu'il y avait sur la vitesse télédiastolique, je ne sais plus. Oui, donc il n'y avait pas de... Alors oui, il n'y avait rien sur la vitesse diastolique à 10 minutes. Et sur ma première image en haut, à 10 minutes, je ne voyais rien sur la veine dorsale profonde. Mais on voit déjà sur la gauche un flux dans une dorsale superficielle droite. Donc, j'ai enregistré cette veine qui est latérodorsale droite avec un flux quand même à 10 minutes à 13 cm/s. C'est ça qui m'a fait décider que le score veineux était à 2. Mais en revoyant l'image, cette image-là, on voit qu'à ce moment-là, il y a aussi un flux veineux dans la veine dorsale profonde que j'ai négligé dans mon compte-rendu. Et en fait, quand on a fait le caverneux scanner, on a trouvé qu'il fuyait à la fois par la veine dorsale profonde et par la veine dorsolatérale droite. Comme quoi, il faut bien faire attention. Même moi, vous voyez, je me suis un peu plantée sur le diagnostic de départ où j'avais mis que la veine superficielle et pas la veine dorsale profonde. Alors... Donc, il faut faire aussi une double lecture des... Il faut être très attentif et là, j'ai manqué un peu d'attention là-dessus. Mais le caverneux scanner m'a corrigé, bien évidemment. Oui, il disparaît vite. Alors, en attendant les images, un PNORT très bas. Un PNORT bas. Relativement bas. Ouais. Absolument. Alors, est-ce que la correction, la tentative de correction de la fonction endothéliale par les compléments alimentaires, etc., plus tadalafil 5, plus pour être une solution d'attente, c'est à mon avis à rechercher. Et puis on va voir le caverneux scanner. Donc, il a du mal à se connecter. Ça va venir. Faire très attention parce que les patients nous poussent beaucoup.
Bien sûr, parce qu'ils débarrassez-moi de mon problème. associent la chirurgie au retour des érections. Oui. Nous tentons que ce soit vrai. Oui, Il n'y a pas de mépris. Oui. Non, Ça va toujours en attendant, le pnorteba, donc la dysfonction endothéliale, pose question, quelle que soit, en tout cas pour une chirurgie des fuites veineuses, parce que du coup, est-ce que, d'abord, la question elle est dans deux sens. Est-ce que c'est le pnorteba et donc la dysfonction endothéliale qui crée les fuites, un défaut d'occlusion? Et puis, si l'on traite chirurgicalement les fuites avec efficacité, est-ce que le fait d'avoir une dysfonction endothéliale, finalement, fera que le bénéfice en termes de qualité d'érection pour le patient sera mauvais? absolument. Je vais essayer de me reconnecter directement. Oui. Visua. On essaie de se connecter directement. Bon, je sais pas. On m'avait dit Visua, hein, monsieur. Le cavernous scanner a parfaitement complété, mais vu la fuite latérale et la fuite par la veine dorsale profonde. Donc, une chirurgie relativement simple, mais qu'il faut pondérer en fonction du... Donc, moi, ce que je recommanderais, s'il veut bien réessayer un traitement par voie orale bien conduit, associant tadalafil et les nouveaux sildenafil orodispersibles, plus le traitement de la supplémentation en NO sous forme de complément alimentaire pendant 2-3 mois, refaire le PNOR et éventuellement proposer du PRP intracaverneux si on va dans le bon sens, ou bien sinon on lui proposera la chirurgie. Je pense que c'est comme ça. Je regarderai ces facteurs de risque cardiovasculaire. Hein, quelle est l'explication de l'abaissement du PNOR chez ce patient? Donc, il a, parmi les classiques, il a seulement une hypercholestérolémie, ce qui n'est pas le plus influent. Donc, peut-être on devrait chercher une apnée du sommeil aussi pour rebondir sur... Il a 47 ans, mais effectivement, on en trouve parfois chez des jeunes. Une hyperglycémie provoquée orale à la recherche d'un diabète frustre ou latent. Il avait combien de glycémie? Je n'ai pas le chiffre, j'ai simplement noté qu'il n'avait pas de diabète. Oui, on peut aller plus loin dans la recherche des facteurs de risque vasculaire. Non. Alors, on n'arrive plus à se connecter. Sylvain nous a coupé le... Ce d'autant plus qu'effectivement, donc, dans notre dernier atelier sur les facteurs de risque vasculaire, aussi bien la diabétologue que le cardiologue ont insisté, alors donc pour le diabète sur la glycémie, pour le cardiologue, puisqu'il s'agissait des facteurs de risque pour le LDL cholestérol, ils ont insisté sur le fait que souvent la maladie débute 10 ans avant le diagnostic précis et que ces 10 années-là sont très importantes et la diabétologue a même dit qu'à l'heure actuelle, on se posait la question s'il ne fallait pas traiter les gens dès 1 gramme de glycémie et pas 1,26. 1,10 g. 1 gramme. Il n'a pas mis à 1,10 g, elle l'a mis à 1 gramme. Et les diabétologues commencent à se poser la question s'il ne faut pas traiter ces gens-là dès 1 gramme de glycémie. Parce que c'est des maladies qui évoluent déjà très lentement pendant environ 10 ans avant. Et on se pose des questions à ce sujet, ce qui est quand même très intéressant. En réalité, il faut acheter des actions du labo qui fabriquent la metformine. Surtout qu'effectivement, c'est toujours la metformine qui est le médicament de base, de principe, de départ pour tout le monde. C'est ce qu'elle nous a dit, samedi dernier, oui. Qu'est-ce que tu dis, Marc? Prends un micro. C'est plus obligatoire, je ne suis pas diabétologue, mais ce n'est plus obligatoirement le médicament de première ligne, la metformine, comparé au HLD. Enfin, Ouais. Les imitants du GLP1 en première indication. Alors, oui, mais alors, des schémas qu'elle nous a montrés, c'est associé à la metformine de toute façon.
quelqu'un veut faire un commentaire à l'extérieur sur d'abord ce dernier cas, sur la nécessité à partir des troubles érectiles de rechercher l'ensemble des facteurs de risque vasculaire de façon plus approfondie. Moi, je suis extrêmement sévère chez les fumeurs parce que je pense que l'association à des facteurs de risque mineurs avec des petits diabètes ou des hypertensions modérées, le tabac ajoute un facteur de risque multiplié par 4, si je me souviens bien. Et Christophe Bonin, qui a travaillé là-dessus, peut nous éclairer. Mais en tout cas, c'est un point très important chez ces malades. Et c'est vrai qu'avant de se précipiter sur le bistouri, il faut bien les manager avec les règles hygiéniques. Mais ce n'est pas toujours simple. Hein. Le patient, lui, il vient et il veut bander, et vite. Voilà. Et le traitement hygiéno-diététique est très lent. Voilà. Mais ça met en exergue quelque chose d'extrêmement important, qui est que l'analyse par échographie Doppler, l'analyse vasculaire, donc c'est 3 compartiments. Ce sont les artères, l'endothélium et la veine. Et c'est d'une richesse absolument extraordinaire. Et vraiment, c'est l'ouverture d'une nouvelle médecine cardiovasculaire, hein, dans l'organisation même des soins. Bien sûr. Christophe, si tu es encore là, tu veux faire un commentaire? Non, j'avais simplement une question à Hélène, posée à Hélène là, lors de cette réunion avec la diabétologue. Est-ce qu'on a parlé de l'intérêt du dosage de l'insulinémie à jeun chez les patients, notamment qui sont en surpoids et qui ont une glycémie qui est inférieure à 1,10 parce que c'est un témoignage déjà d'un début d'insulinorésistance. Est-ce que ce paramètre-là a été évoqué? Alors là, ce soir, je ne me souviens plus. Il faut que je regarde mes notes. Je ne sais plus. C'est possible qu'elle l'ait évoqué, mais je ne sais pas si c'était pour elle un critère, disons, dans la décision thérapeutique. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Moi, je me souviens surtout qu'elle a parlé de cette période où les patients sont entre 1 et 1,26 et qui commençaient à poser problème à tout le monde, à tous les diabétologues. Voilà, c'est ça l'idée essentielle qui m'a frappée. Les détails, je ne me souviens plus. Oui, de toute façon, pour les facteurs de risque cardiovasculaire, effectivement, la notion du temps, elle est fondamentale, notamment pour le LDL. On a bien montré que il a bien été montré sur des études, ce qu'on appelle de randomisation médélienne, que plus le cholestérol est bas sur une très longue période de temps, plus on réduisait le risque cardiovasculaire encore plus efficacement que si on donne un traitement pendant une durée limitée à un âge plus avancé. Donc, on peut imaginer que pour le diabète, c'est pareil. Pour tous les facteurs de risque cardiovasculaire majeurs, c'est le même problème, c'est la même problématique. Hein. C'est certain. Ce patient-là, il avait un LDL à combien? On avait une idée Éric, j'ai le dossier là, peut-être que je sais. Une seconde. Attends, on va regarder parce que je pense que j'ai le dossier. Je n'ai pas les chiffres en tête. On va tâcher de retrouver. Parce que c'est sûr que s'il a un LDL à 1,2, 1,3, c'était dans la moyenne, mais s'il a un LDL à 1,8, 1,9 à son âge, c'est sûr que là, ce n'est pas la même problématique. Hein. Ah oui, j'ai pas l'examen de labo dans mon dossier. C'est juste une question. On va tourner vers le patient pour répondre à ta question qui est importante. Voilà.